Fiscalité et Développement partira de l'Est de la RDC où est implanté le projet de facilitation du commerce dans les Grands Lacs pour accompagner les petits commerçants, particulièrement les femmes dont le capital ne dépasse pas 2000 $. Avec un financement de 34 millions de dollars de l'Association internationale pour le développement IDA du groupe de la Banque mondiale, ce projet concerne plusieurs postes frontaliers de l'Est de la RDC et est coordonné à Goma. Un éclairage dans cette émission. Grâce à un financement de l'Union européenne, le pont Ruzi Ier, reliant la ville de Bukavu en RDC et celle de Kamambe au Rwanda, a été réhabilité. Ce n'est pas le cas de la route côté congolais, une épine dans le commerce transfrontalier. Fiscalité et Développement, c'est parti dans une présentation de Rosette Mamba Poloto. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans cette édition de Fiscalité et Développement, la grand-messe de finances publiques en République démocratique du Congo. Cette émission part de l'Est de la République démocratique du Congo où le projet de facilitation du commerce dans le Grand Lac est un projet d'accompagnement de petits commerçants, en particulier des femmes dont les capitales ne dépassent pas les 2000 $, financé à hauteur de 34 millions de dollars par l'Association internationale pour le développement IDA, une agence du groupe de la Banque mondiale. Ces projets est opérationnel dans 2 provinces pilotes, le Nord et le Sud Kivu, à travers de postes frontaliers tels que Ruzizi 1, la Petite Barrière, Kassindi, Bunagana et Mahagé. Ces derniers postes situés en Ituri est tout de même géré par la coordination du projet à Goma. La mise en œuvre et la réussite d'une telle entreprise exige une certaine préparation et une appropriation de toutes les parties prenantes au rendez-vous. Les coordonnateurs du PFCGL dans la province du Nord Kivu en est bien conscient. Voilà pourquoi, profitant de notre micro, il a appelé les opérateurs économiques à œuvrer pour faire de la République démocratique du Congo une société de production et de transformation pour qu'elle soit compétitive dans ces nouveaux environnements économiques régionales marqués par des échanges commerciaux. Les potentialités, il y en a. Face au phénomène Ntiora, dont les grands commerçants sont accusés par les services œuvrant aux frontières d'encourager, les coordonnateurs du PFCGL Nord Kivu en a appelé au civisme fiscal pour donner à l'État le moyen de sa politique. On l'écoute. Ici, il faut voir 2 aspects. Le projet de facilitation de commerce accompagne les petits commerçants qui sont identifiés dans les associations des petits commerçants. C'est différent avec les Chora-Chora. Nous n'appuyons pas les Chora-Chora. Les Chora-Chora, s'ils le font, ce n'est pas par leur manœuvre. C'est là où nous décrions tous les grands commerçants. Ce sont eux qui incitent ces petits commerçants, puisque ce sont des grands commerçants qui décapotent à partir du Rwanda, par exemple, ou en Ouganda. Ils défragmentent à partir de là et ils s'arrangent maintenant avec les Chora-Chora. Ce sont des petits transporteurs qui ne sont pas identifiés en tant que petits commerçants dans des associations. Un autre projet de facilitation de commerce vient accompagner les petits commerçants qui sont identifiés dans les associations. Ils sont reconnus et ils ont des cartes des membres. Et nous allons même octroyer des cartes magnétiques qui vont leur permettre d'accès libre au niveau de la frontière pour traverser et amener la marchandise de manière légale. Nous n'occasionnons aucune fois et en aucune manière, nous n'acceptons d'accompagner les Chora-Chora, puisque c'est eux, dans la question que vous avez évoquée précédemment en ce qui concerne l'économie du pays, c'est eux, par contre, les Chora-Chora, qui sont dans les manœuvres de nuire l'intérêt du pays, puisque c'est eux qui amènent, généralement, ce sont les produits manufacturés qui devraient être payés. Tous les commerçants devraient payer ces frais de douane. Ça concerne les produits manufacturés, puisque jusqu'aujourd'hui, dans le cadre du projet de facilitation du commerce dans la région des Grands Lacs, le PFCGL,
les produits manufacturés ne traversent pas encore. Et ces produits ne peuvent traverser sans payer que lorsque on aura des certificats d'origine d'un marchandise. Et il y a un préalable. Le préalable, c'est lequel? C'est de connaître quelles sont les usines qui fabriquent les produits de part et d'autre du pays. Donc, au Rwanda, il faut que les experts visitent les usines du Rwanda qui produisent les produits manufacturés au niveau du Rwanda. Et les mêmes experts viennent en RDC. Ils regardent aussi quelles sont les usines qui fabriquent des produits finis ou semi-finis. Et ce sont ces produits qui seront éligibles RECOS, qui sont des produits manufacturés à ce moment-là, bénéficieront du RECOS puisqu'il y aura un certificat d'authenticité attestant que oui, réellement, ce produit vient de la RDC. Et c'est ça le certificat d'origine où la DGDA pourra apposer sa signature avant que le produit n'entre au Rwanda ou que le produit vienne du Rwanda. C'est le Rwandais qui attesteront que oui, ça vient de telle usine, de telle entreprise qui est reconnue et qui fabrique ces produits dans un pays voisin. Et à ce moment-là, ça peut entrer. Mais les autres produits, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les produits manufacturés n'entrent pas bénévolement. Quiconque amène les produits manufacturés, il doit payer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'à ce que ces préalables dont je venais d'évoquer, notamment le certificat d'origine qui doit accompagner la marchandise, et ainsi que la visite des industries de part et d'autre des frontières, soient réellement levés. Le ministre d'État, ministre en charge du commerce, quand il a pris des arrêtés au niveau des frontières pour que certains produits ne puissent pas traverser, tout le monde a décrié. Il ne savait pas qu'il protégeait l'économie du pays. Il en est de même pour la RDC, dont les gens estiment aujourd'hui qu'elle n'a pas de produits à exporter. Il est vrai, c'est là où nous accompagnons, même nous acceptons que les grands commerçants puissent aussi produire les produits qui vont donner aux petits commerçants, où les petits commerçants vont s'approvisionner chez eux, puisque ça sera des produits éligibles à l'ECOS. Nous en appelons à tous les commerçants, aussi congolais, qui sont capables de voir comment transformer certains produits pour pouvoir les faire aussi entrer de l'autre côté du Rwanda ou de l'Ouganda. Et il n'est pas exclu. Qui est celui-là en RDC, le commerçant qui fabrique ou qui transforme les produits, que ce soit des produits agricoles ou d'autres produits manufacturés qu'il a fait, et non pas entrer au Rwanda. C'est accepté aussi de l'autre côté. Mais malheureusement, nos grands commerçants préfèrent importer que produire. Nous incitons, c'est un produit, et c'est d'ailleurs un projet qui vient aussi inciter les grands commerçants à produire localement, à avoir des usines qui peuvent transformer les produits localement, qui peuvent aussi entrer dans les autres pays frontaliers. Nous sommes au Nord Kivu. La pomme de terre, ici, ça coûte moins cher, extrêmement moins cher. Japon, l'année dernière, ils ont connu un problème avec la pomme de terre. Et ils en importent plutôt ailleurs pour faire des chips que nous mangeons qui viennent du Japon. Alors qu'il y a la pomme de terre ici au Nord Kivu, plein, c'est partout. Et c'est moins cher. Mais quelle est cette usine qui est venue, qui a transformé des pommes de terre en chips, produits localement ici au Congo, et qu'on a refusé que ça entre en Ouganda, et qu'on a refusé que ça entre au Rwanda à travers le régime commercial simplifié RECOS. On dit que non, le Rwanda refuse que le fromage qui vient de la RDC entre au Rwanda. À cause de quoi? Tout simplement à cause de l'emballage. Il n'y a pas autre chose. Mais on veut avoir un produit, mais qui soit emballé, qui ait l'étiquetage. Hein, on étiquette quand même un produit, on sait que ça vient de la RDC, made RDC, et que c'est telle société ou telle entreprise qui fabrique le fromage. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas plus que ça. On dit le Rwanda refuse, je ne défends pas le Rwanda, mais ce sont des mesures, le minimum qu'on puisse quand même réaliser.
Oh, l'huile de palme, ça pose des problèmes. On amène des bidons d'huile de palme non traités, non raffinés. Tout ce que le Rwanda exige, c'est quoi? C'est d'étiqueter ces huiles de palme, c'est de les transformer, de les embouteiller. Même si c'est brut, ça n'a pas été transformé, mais la contenance donc, puisse être quand même bon. C'est tout ce qu'on demande au niveau de la frontière, tout simplement. S'il y a de l'huile de palme dont on trouve qu'il y a l'étiquetage et l'embouteillage dans les normes requises, ça va entrer, on ne refuse pas. Nous en appelons à tous les opérateurs économiques, et particulièrement à la FEC, avec qui nous collaborons, nous appelons dans toutes nos réunions, qu'ils essaient de développer ce genre d'activité. Qu'ils essaient de développer ce genre d'activité, qu'ils multiplient de manière à ce que les produits soient transformés au niveau de la RDC et que les pays voisins aussi puissent les acheter. Notez que le projet de facilitation du commerce dans le Grand Lac a 4 composantes qui se résument en l'amélioration des infrastructures et installations transfrontalières, la réforme de politique et de procédures et le renforcement de capacités, la gestion basée sur la performance des administrations transfrontalières et enfin les suivis et évaluations. Nous restons dans ce coin de la République pour dire que c'était l'effervescence le lundi 4 juin 2018 à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, précisément au poste frontalier Ruzizi 1, où a eu lieu devant plusieurs personnalités ainsi que les représentants de la Banque mondiale la cérémonie d'inauguration 10 bâtiments devant abriter désormais les services de l'État reconnus dans le cadre de l'application de l'ordre opérationnel. Un bâtiment construit dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 1 du projet de facilitation du commerce dans le Grand Lac, PEF-CEGEL. À cette occasion, les reporters de l'agence Galaxy Media qui ont fait les déplacements de Bukavu pour assister à cet événement sont allés à la rencontre du gouverneur nouvellement élu dans cette province afin de recueillir son point de vue face à un constat. Les échanges commerciaux serrés à sens unique au poste frontalier de Ruzizi 1er, au profit du Rwanda, bien entendu. La RDC a-t-elle quelque chose à donner à l'heure de l'application du RECOS, entendez, régime commercial simplifié qui pour l'instant se limite aux produits qualifiés de crus? Claude Nyamugabo a affirmé avec force que la RDC, principalement le Sud Kivu, est au rendez-vous du RECOS. Je vous propose de le suivre dans cet extrait. Statistiques de la Direction générale des migrations, nous constatons que les mouvements ne sont pas à sens unique. La République démocratique du Congo, la province du Sud Kivu, et particulièrement la ville de Bukavu, a beaucoup à offrir également au Rwanda et au Burundi. Et donc, il n'est pas vrai de penser que les mouvements sont à sens unique. Nous sommes des pays voisins et les contacts sont normaux et nos chefs d'État l'ont compris. La paix est revenue dans la région et je crois que ces échanges commerciaux contribuent également à cette paix revenue dans les Grands Lacs. Je voudrais également dire que des Rwandais viennent en République démocratique du Congo à Bukavu pour acheter de l'huile de palme. Sans parler des mouvements des élèves qui chaque matin et chaque soir fréquentent les écoles de Bukavu. Et donc, il n'est pas vrai de penser que la République démocratique du Congo n'a rien à offrir. Elle offre non seulement la science, mais elle offre aussi du maïs. Il faut souligner que la production de maïs dans la plaine d'Aruzizi va au Rwanda. Et je voudrais y revenir encore une fois pour demander à nos compatriotes d'échanger des mentalités. Nous avons beaucoup à offrir, nous offrons beaucoup. Peut-être qu'il est de notre rôle également de faire voir ce que nous offrons. Et mon gouvernement s'engage à le faire. Je suis en pleine campagne. Vous savez que j'ai été ministre des petites et moyennes entreprises. Je suis en pleine campagne pour sensibiliser les opérateurs économiques afin qu'ils amènent des petites unités de transformation dans la province, qu'ils ne vendent pas seulement les habits et les pains, mais qu'ils amènent aussi des petites unités de transformation de nos produits afin de leur donner une valeur ajoutée et de diminuer ainsi la dépendance des pays voisins. Nous mettons tout en œuvre pour qu'il n'y ait pas une dépendance totale des pays voisins. Et nous sommes en train de
travailler également sur les mentalités. Nous avons constaté que beaucoup de compatriotes pensent qu'en dehors du pays, ça va mieux. Ou ce qui est produit dans les pays voisins, c'est mieux. Alors que parfois, ce qui est produit par les pays voisins vient de chez nous. Donc, il y a un travail sur les mentalités de nos compatriotes également. Et nous nous sommes donnés comme objectif également de travailler sur les mentalités de nos compatriotes qui achètent ou qui vendent. Et je crois que nous y parviendrons. S'agissant de l'agriculture, c'est une priorité du gouvernement. Et je voudrais saluer ici un grand projet, des projets Picagel que la Banque mondiale va financer à Bukavu, dans la région de la plaine de la Ruzizi, jusqu'à Baraka, à Fizi et jusqu'à Kalemi dans la province du Tanganyika. Cela a pour objectif de permettre à nos agriculteurs de répondre à la demande de notre population. Et puis, l'ordonnance loi du 13 mars 2018 fixant la nomenclature de droits, taxes et redevances du pouvoir central donne à la DGRAD le pouvoir d'ordonnancer et de recouvrer les recettes non fiscales de l'État dans presque tous les domaines de la vie nationale, notamment dans les secteurs du commerce extérieur. Je vous propose donc de découvrir ces actes générateurs de recettes dans le secteur du commerce extérieur dans une lecture de Michel Ouangilokwa. Ngiwa. Voici les actes générateurs de recettes relevant du secteur du commerce extérieur. 1. Taxe sur l'octroi du numéro import-export, personne physique ou morale. 2. Taxe sur l'autorisation annuelle d'exportation de mitraille, entre parenthèses, personne physique ou personne morale. En tout cas, nous restons dans le Congo profond pour vous dire que grâce à un financement de l'Union européenne, la réhabilitation du pont Ruzizi Ier reliant la ville de Bukavu en République démocratique du Congo et celle de Kamambé au Rwanda a été effective. Par ailleurs, la route côté congolais reste une épine dans le commerce transfrontalier, faute de réhabilitation. Voici les récits de notre correspondant à Bukavu, Bertin Ilusio Iliochine. Pour faciliter la circulation des personnes et de biens entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi, l'Union européenne a financé la réhabilitation des infrastructures routières à la douane dans chacun des 3 pays. Une épine dans la réhabilitation, le non-démarrage des travaux au Sud Kivu, suite à l'occupation de l'emprise de la route à la frontière Ruzizi Ier, fait que regrette le ministre rwandais du Commerce et de l'Industrie, M. François Kanimba. C'est très dommage, moi-même j'ai exprimé ce regret et je peux vous assurer que hier j'ai passé toute la journée à visiter les projets en rapport avec le commerce dans la province de l'ouest du Rwanda. L'un des points de préoccupation, c'est exactement ce pont. Et le directeur général en charge des transports m'a assuré que toutes les dispositions sont actuellement prises pour que la clarification de la jonction du pont avec la route principale qui vient du Rwanda pour entrer au Congo soit résolue dans les 2 prochains mois. Donc nous espérons que d'ici le mois de juin, le pont sera opérationnel. L'espoir risque de prendre encore du temps suite à une nouvelle spoliation de l'emprise de la route, espace que le gouvernement congolais a pourtant acquis d'un opérateur économique en compensation avec la carrière dite de la brasserie. Pour le gouverneur du Sud Kivu, M. Nyamugabo Baziboué Claude, personne n'a le droit de s'approprier l'espace public. Deuxième fois que je répéterai que pour cet espace indemnisé, aucun particulier ne pourra y construire parce que c'est de l'espace appartenant à l'État congolais. En attendant, les anciens et les nouveaux présumés spoliateurs continuent à exercer leur droit de jouissance sur le bien. Mais il faut noter tout de même que le gouverneur de cette province a rassuré que la route sera bel et bien réhabilitée.
Restons à la douane du Sud Kivu, à Bukavu toujours, qui dispose désormais des infrastructures adéquates grâce à un financement de la Banque mondiale à travers le projet de facilitation du commerce dans la région de Grand Lac, PFCGL. Ces infrastructures constituent donc un moyen efficace de lutte contre la fraude douanière, à en croire les directeurs provinciaux de douane du Sud Kivu. La douane de Ruzizi Premier au Sud Kivu est dotée d'un bâtiment temporaire pour abriter les 4 services habilités légalement à prester à la douane. À cet effet, d'aucuns s'attendent à l'amélioration de la qualité des services rendus à la douane. Pour le directeur provincial de la DGDA au Sud Kivu, M. Liani Rachid, l'ouvrage permettra de lutter contre la présence à la douane des services non autorisés. Avec les nouvelles installations, et même s'il s'agit des installations provisoires, car je dois le préciser ainsi, il y a déjà un dispositif qui nous est doté par ce projet, par le travail qui a été réalisé, qui à coup sûr pourra nous permettre d'évoluer de façon significative dans l'efficacité des opérations de contrôle. Et partant, c'est déjà un impact. Lorsque le contrôle devient efficace, l'État va se retrouver. La fraude, qui ne pourra pas disparaître certainement, mais va diminuer d'ampleur. Les services non évités au niveau des frontières, même s'ils ne pourront pas disparaître automatiquement, mais auront du mal à s'incruster sur le travail qui se fait par les services autorisés habilités à travailler dans les frontières. Pour que la lutte soit effective, le gouverneur du Sud Kivu s'est engagé à faire respecter l'ordonnance loi instituant 4 services à la douane. Je vais souligner qu'il existe un décret limitant ce service et nous, le gouvernement provincial, nous allons tout mettre en œuvre pour appliquer ce décret et que les services qui ne sont pas cités dans ce décret n'ont pas leur place. Toutefois, l'engagement de M. Nyamugabo Bazibou et Claude reste à être concrétisé dans un pays où l'application de la loi semble être une exception. Retour à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mais toujours à la douane. La 5e édition de la Semaine française a vécu du 13 au 16 juin 2018 à l'hôtel Pullman. Son thème a été la sécurisation des affaires. Elle a connu la participation de la DGDA à travers la personne de son directeur général adjoint Jean-Baptiste Kongolo Kabila, qui représentait les directeurs généraux empêchés Deorubiza Maguera. Son exposé a porté le vendredi 15 juin en fin d'après-midi sur la législation et les procédures douanières en RDC. Reportage de Jean-Louis Miasekama et Étienne Koumba. Presque invité surprise, mais pourtant nécessaire à la semaine française, le directeur général adjoint en charge de l'administration et des finances des douanes congolaises, Jean-Baptiste Nkongolo, a commencé par rappeler les grands principes. La direction générale des douanes et accises se permet de percevoir également des droits, des taxes et autres redevances à l'occasion de l'importation et de l'exportation pour d'autres services. C'est ainsi qu'on perçoit notamment pour le pays, le GFREM, la SNTP, et surtout qu'actuellement, la plus grande machine informatique de ce pays dans l'administration, c'est la douane congolaise. Et donc, tout le monde se greffe à la douane pour pouvoir obtenir en temps réel la perception des droits des taxes. C'est ainsi que nous percevons pour le compte de ce pays, de l'OGFREM, de la SCTP, de la DGDA pour le commerce extérieur, ainsi que toutes les autres services, parce que nous ne pouvons pas attrouper dans le cadre de diminution des services lors de la traversée des marchandises. On a mis un système que nous appelons Sidonia, c'est le système douanier informatique de la douane. Il s'est appesanti sur les procédures et les exceptions ou exonérations. Vous ne pouvez être exonéré que lorsque c'est prévu par la loi.
Vous avez amené vos marchandises, il est prévu que ça c'est une marchandise, c'est un effet personnel. On a prouvé qu'effectivement qu'on avait porté son habit à l'étranger et ça ne paye pas. C'est prévu par la loi. Dans ce cas, le code de douane prévoit déjà en son article 3339 des cas d'exonération qui peuvent être accordés à l'importation de certaines marchandises. Donc cette marchandise-là arrive, mais elle ne peut pas payer les droits de douane. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être déclarée. Ça aussi, c'est un problème du fait. Donc quand vous arrivez avec la marchandise, même si elle ne peut pas payer, elle doit être déclarée. Sachez que toute chose doit être déclarée, y compris le corps humain, si c'est un cadavre. Même le cheveu de votre tête est une marchandise. Jean-Baptiste Nkongolo s'est également prêté au jeu des questions-réponses, comme celle sur la gestion des risques ou celle sur le rôle de la douane dans la politique de protection de l'industrie locale. Certaines marchandises, une déclaration, dès qu'on l'a enregistrée, peut passer au circuit bleu. Circuit bleu, c'est-à-dire une marchandise qui est en transit ne doit pas faire l'objet d'un traitement très approfondi sur place. Il y a le circuit jaune, c'est-à-dire que sur base des documents dont on dispose, on peut déjà apprécier la déclaration et faire passer la marchandise. Il y a le circuit vert, c'est-à-dire la marchandise peut passer. Mais il y a le circuit rouge où on est obligé de pouvoir voir réellement ce que c'est que la marchandise, qu'est-ce qu'on a transporté. Ça, c'est un système, ce sont des termes de la gestion des risques pour pouvoir faire passer la marchandise. Mais il y a aussi le circuit orange dont vous avez entendu. Le circuit orange, c'est quoi? C'est un système centralisé d'évaluation des marchandises. Ce circuit-là ne se trouve pas au lieu des opérations. Ça se trouve au niveau de la direction générale. Lors de l'importation des marchandises, lorsqu'il s'agit des véhicules automobiles qui ont un certain âge, ces véhicules automobiles-là payent plus que les nouveaux véhicules. D'abord ça. Quand les autres ont 53% de la valeur, si d'autres n'en ont que 42%, si c'est neuf. Lorsque vous importez maintenant des parties d'un véhicule, ok? Dans le régime, il y a des régimes qu'on appelle des régimes économiques. CKD, MKD, etc. Alors, vous amenez des pneus, des parties de véhicules, etc. pour venir reconstituer ces véhicules ici. Parce que vous créez aussi des emplois. En ce moment-là, vous ne payez que 5%. L'exposé du DGA Kongolo Kabila a eu toute son importance dans cette 5e édition de la Semaine française qui a connu, comme les précédentes, un franc succès. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, après quelques mois de prise de fonction à la haute direction des impôts, les comités de gestion Sélé Yalagouli, composés de lui-même comme directeur général des impôts, du directeur général adjoint Yavengo Inzam, en charge des questions techniques, et celle en charge de l'administration et finances, Lili Mouvova, a su montrer à la face du monde de quoi il est capable. Des stratégies visant d'une part à redynamiser les capitaux humains et d'autre part à booster les recettes fiscales pour faire la différence avec les passés ont été mises sur pied. Retour sur les résultats très éloquents réalisés par l'ensemble du personnel de la DGI avec chiffres à l'appui dans cet élément préparé par Didi Mavambo Onombo Lopepe. Nommé par ordonnance présidentielle depuis novembre 2016, l'actuel comité de gestion de la Direction générale des impôts, qui a à sa tête José Sélé Yalagouli, ne cesse de surprendre plus d'un grâce aux résultats très concluants réalisés par sa régie financière. Et c'est
malgré les contextes socio-économiques et politiques très difficiles que traverse le Congo démocratique. Qualifié par certains d'apprenti fiscaliste qui n'a pas sa place au sein d'une administration fiscale, José Sélé Yalagouli est en train de prouver le contraire. Sa stratégie managériale mise sur pied élève davantage la DGI sous l'accompagnement de ses deux adjoints Yav Ngoïnzam et Lili Mouvova, grâce surtout à l'implication de l'ensemble de son personnel qui fait du bon boulot. C'est en cette année 2018 que la stratégie Sélé Yalagouli fait ses preuves. Tenez, en janvier 2018, sur des prévisions de 183 milliards 102 millions 925 170,37 francs congolais, la DGI a réalisé 212 milliards 753 122 190,46 francs congolais, soit un taux de réalisation de 116,19%. En février 2018, sur les prévisions de 153 milliards 275 164 091,69 francs congolais, l'administration fiscale a réalisé 293 milliards 413 715 581,61 francs congolais, soit un taux de réalisation de 191,43%. Au mois de mars 2018, sur les assignations de l'ordre de 156 milliards 429 675 972,12 francs congolais, la Direction générale des impôts a créé le plafond des assignations en réalisant 343 milliards 501 4 960,53 francs congolais, soit un taux de réalisation de 219,59%. Au mois d'avril 2018, le mois de la plus grande échéance fiscale en RDC, avec le dépôt des bilans de l'exercice 2017 sous les systèmes de dépôt des déclarations auto-liquidatives, la DGI a mobilisé, tenez-vous bien, 663 milliards 506 645 961,92 francs congolais, soit plus de 400 millions de dollars américains en un mois. Une grande première du jamais vu dans l'histoire de l'administration fiscale congolaise, soit 174,86% de taux de réalisation. Au mois de mai 2018, sur les prévisions de 159 milliards 541 655 084,74 francs congolais, la DGI a réalisé provisoirement 165 milliards 512 635 233,8 francs congolais, soit provisoirement un taux de réalisation de 103,73%. À l'allure où vont les choses, la DGI pourrait crever le plafond des assignations annuelles 2018 à la fin du mois de juillet. Ce qui veut dire que les recettes d'août, de septembre, d'octobre, de novembre et de décembre 2018 ne seront que des bonus. Jamais la DGI n'a atteint de telles performances records en si peu de temps. Pourtant, le nombre de contribuables n'a pas augmenté non plus, mais plutôt diminué. Ce résultat très concluant est le fruit d'une stratégie qui consiste à placer l'homme au centre des intérêts, car c'est l'agent du fisc qui est au cœur de la mobilisation des recettes. C'est lui qui interprète et exécute à la lettre les textes légaux et entre en contact direct et permanent avec les contribuables qui payent les impôts. Si cet agent est motivé, formé et surtout considéré comme acteur principal de la maximisation des recettes par sa hiérarchie, il est capable de donner le meilleur de lui-même et d'aller au-delà des résultats attendus. C'est ce qui arrive d'ailleurs à la DGI sous le règne du trio Sélé, Yav, Mouvova. Autre chose à présent, les élections constituent-elles une panacée pour le développement de la République démocratique du Congo? Y a-t-il un problème de moyens financiers pour mener à bon port le processus électoral ou une question de volonté politique? Autant de questions
auxquelles les acteurs de la société civile ont répondu lors d'un échange sur leur approche consensuelle pour la fin de la crise institutionnelle en République démocratique du Congo. Ruben Mayone Tiakeyunga et Fonfon Makitou Doma ont signé ce reportage. Les élections sont importantes pour le développement socio-économique du pays. Elles constituent une étape du développement si les dirigeants choisis travaillent pour le bien-être de la population à la base. En tout cas, la société civile congolaise en est convaincue. Au cours d'un échange avec la presse jeudi 14 juin, les acteurs des organisations de la société civile, 70 ONG au total, ont rendu public leur approche consensuelle pour la fin de la crise institutionnelle en République démocratique du Congo. Que préconise alors la société civile face à la situation du moment? Réponse du père Alain Zadi, directeur du CEPAS. En rapport avec l'organisation des élections à l'échéance du 23 décembre 2018, les acteurs de la société civile estiment que la tenue de ces élections est possible, pourvu que soient réunis un minimum de conditions de transparence, de sécurité, de crédibilité et de confiance dans le chef des acteurs en présence et vis-à-vis du processus. La société civile se mobilise donc pour, primo, accentuer la surveillance du processus électoral en cours, notamment en tirant la sonnette d'alarme à chaque entorse dans la mise en œuvre des activités prévues par le calendrier électoral qu'elle évaluera à chacun des jalons qu'elle a positionnés, en dénonçant toutes les initiatives ayant pour objectif la prise en otage du processus électoral et mener des actions pour y faire échec, en mettant en œuvre la série d'actions planifiées pour garantir la transparence et la crédibilité des élections qui seraient organisées. Pour rappel, les élections, obligations constitutionnelles, n'ont pas eu lieu en décembre 2016, notamment à cause du manque de moyens financiers qui devaient être mis à la disposition de la CENI, ni en décembre 2017 pour honorer les signatures apposées sur l'accord de la Saint-Sylvestre. Dans les échanges avec la presse, les questions ont tourné autour des points liés, entre autres, au manque de ressources pour financer les processus électoraux afin d'avoir des élections, particulièrement présidentielles et législatives, au 23 décembre 2018. À en croire ces acteurs de la société civile, certains partenaires techniques et financiers de la RDC ont manifesté leur volonté de soutenir le processus électoral avec condition à la CENI présenter un plan de décaissement des fonds. Toutefois, le gouvernement s'est engagé à financer seul le processus électoral, souveraineté du pays oblige. Pour la société civile, le respect de tous les termes de l'accord de la Saint-Sylvestre doit être de mise en matière de transparence du cadre légal devant régir le processus électoral, de la confiance et de la sécurité. C'était donc l'occasion pour la société civile d'appeler les Nations Unies, l'Union africaine, la SADC, la CEAC et la CIRGL à accentuer la pression sur toutes les parties prenantes au processus électoral en RDC pour la mise en œuvre sans délai de l'accord du 31 décembre 2016 en toute bonne foi et dans son intégrité, conformément à la résolution 2348 du 31 mars 2017 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis parlons économie des États-Unis qui semble être au-delà du plein emploi. C'est le moins que l'on puisse dire à la suite du rapport du Fonds monétaire international FMI publié cette semaine à Washington DC. Selon les économistes du FMI, la croissance économique américaine est de 2,9% cette année 2018. Elle atteindra le 2,7% en 2019, ce qui marquera la plus longue période d'expansion de l'histoire des États-Unis. Le taux de chômage, affirme la même source, est de 3,8%, ce qui approche des niveaux jamais vus depuis la fin des années 60, indiquent les auteurs du rapport. Le rapport du FMI salue l'importante relance budgétaire sous l'administration Trump. C'est là à travers
les réductions d'impôts et les augmentations des dépenses. Le fonds s'alarme à nouveau du gonflement de la dette américaine qui va faire grimper les déficits à plus de 4,5% du produit intérieur brut PIB, le double de son niveau d'il y a 3 ans. La croissance de l'économie des États-Unis va s'accélérer, dopée par les stimulus budgétaires de l'administration Trump, mais gare au risque d'inflation surprise et à l'impact des mesures protectionnistes, a averti jeudi les FMI. Les économistes du Fonds monétaire international saluent également la guerre contre les déficits commerciaux américains. Toutefois, le FMI reconnaît que les effets secondaires du libre-échange préoccupent de plus en plus les États-Unis. Pour donner de la couleur à vos rêves et célébrations, pour vos travaux d'impression haute définition, une seule référence, Gradeco, aux nouvelles galeries présidentielles locales 16, entrée du côté ambassade de Chine. En ces moments en promotion, polo d'anniversaire, polo de mobilisation des masses, tasses, stylos imprimés. Hâtez-vous, stock limité, Gradeco, bien plus qu'imprimé. En tout cas, de retour à Kinshasa, nous allons parler à présent tendance de prix des denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de Kinshasa au samedi 16 juin 2018. Comme il est de coutume, le constat est de Philo Cholet Bapeke. La volatilité du taux de change du franc congolais face au dollar américain continue d'influencer les prix des denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de Kinshasa. En ce qui concerne l'huile végétale, un bidon de 5 litres coûte 12 500 francs congolais au marché de la Liberté dans la commune de Massina, tandis qu'au marché central, il s'est vendu à 12 400 francs congolais, 13 000 francs congolais au marché Zigida et 12 700 francs congolais au marché Gambela. S'agissant du poulet, au marché de la Liberté, le prix d'un carton poids 12 a connu une hausse passant de 64 000 francs congolais à 64 800 francs congolais. Les constats est quasiment les mêmes au marché central où le même carton de poulet a connu une hausse passant de 63 200 francs congolais à 63 700 francs congolais. Au marché Zigida, il s'est vendu à 62 800 francs congolais et stabilité au marché Gambela où le prix n'a pas bougé, restant à 63 100 francs congolais. Du côté viande, un carton TS 10 kg est resté stable à 92 500 francs congolais. Nous sommes là au marché de la Liberté. Au marché central, par contre, il s'est vendu à 92 000 francs congolais. Au marché Zikida, les cartons TS 10 kg a valu 91 000 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, il s'est négocié à 91 600 francs congolais. D'un produit à un autre, les maniocs, cette fois-ci, un sac de foufou s'est négocié à 65 000 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché central, par contre, les prix du sac de manioc moyen se vend actuellement à 62 000 francs congolais. Au marché Zigida, le prix est resté inchangé d'une semaine à une autre, soit 60 000 francs congolais pour les sacs de Lissala. Et au marché Gambela, un sac d'environ 25 kg en provenance du Congo central coûte actuellement 58 000 francs congolais. Bouclons ce tour d'horizon des prix avec le poisson chinchard. Au marché de la Liberté, les prix d'un carton de 18 plus 30 kg est passé de 83 500 francs congolais il y a quelques jours à 82 000 francs congolais. Au marché central, par contre, les prix est resté stable, soit 84 000 francs congolais. Au marché Zigida, il s'est négocié à 81 600 francs congolais. Et au marché Gambela, les prix est passé de 82 000 francs congolais à 82 200 francs congolais. Telles sont les tendances des prix des denrées alimentaires constatées au samedi 16 juin 2018. Voyons à présent du côté de l'Institut national de la statistique INES pour les informations sur l'indice de l'inflation hebdomadaire du 11 au 16 juin 2018 avec Muriel Makessé Lutina, comme à l'accoutumée. L'inflation hebdomadaire du 11 au 16 juin 2018 est de 0,025% au niveau national et 0,024% à Kinshasa.
En cumul, l'inflation a atteint 5,145% au niveau national et 5,278% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 11,483% au niveau national et 11,789% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 39,236% au niveau national et 35,621% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive à la hausse des prix de poissons, de certains légumes, des articles pour les soins personnels, des billets d'avion des lignes aériennes continentales et intercontinentales. Il s'y est de signaler la baisse des céréales et des fruits. Vous vous en doutez, parlons à présent taux d'échange. Sur les marchés d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 15 juin 2018 un dollar américain à 1624,92 francs congolais, un euro à 1913,29 francs congolais et un franc CFA à 2,9168 francs congolais. Au samedi 16 juin 2018, cette fois-ci, le taux était à 1630 francs congolais, le dollar américain, dans la plupart des communes de la capitale, et à 1640 francs congolais, le dollar au centre-ville de Kinshasa. À l'aéroport international d'Ndjili, les billets verts s'échangeaient à 1550 francs congolais. À l'intérieur du pays, précisément à Boma, nous sommes dans la province du Congo central. Les billets verts s'est monnaie à 1620 francs congolais. À Beni et à Bukavu, respectivement, dans la province du Nord et du Sud Kivu, les billets verts s'échangeaient à 1600 francs congolais. À Boende, nous sommes là, dans la Tchouapa, le dollar s'échangeait à 1625 francs congolais. À Kolwezi, dans la province du Lualaba, le dollar américain a valu 1630 francs congolais. À Likasi, dans la province du Haut-Katanga, le roi dollar s'est échangé à 1640 francs congolais. Tenez-vous bien, les pics du taux de change à l'intérieur du pays a été observé à Kindu. Nous sommes là dans la province du Maniema, où les billets verts s'est négocié à 1650 francs congolais. On prend à présent les nouvelles de cours de principales matières premières sur les marchés internationaux au deuxième fixing du samedi 16 juin 2018. Le prix du baril du brut a chuté de 3,78% sur le marché de Londres, se négociant à 73,03 $ américains. Sur le marché américain, le même baril a également baissé de 3,94%, se vendant à 64,37 $ américains. Côté produits miniers, la tonne du métal rouge a affiché une baisse de 0,51%, se négociant à 7 173 $ américains. Celle du cobalt a coûté 81 250 $, en hausse de 0,62%. Baisse par contre de 1,94% de la tonne du métal jaune l'or, qui a coûté 1264,60 $ américains. Enfin, sur le marché des céréales, la tonne du maïs a coûté 361 $ américains, en baisse de 4,06%. Celle du riz a haussé de 2,36%, se négociant à 12,38 $ américains, et la tonne du blé a baissé de 3,24%, valant 500 $ américains.